j'ai tout d'abord le plaisir d'appeler Alexandre David, responsable R&D du pôle végétal du groupe LSDH. Vous pouvez l'applaudir. Alexandre David, vous couvrez une activité incluant des produits, voilà, salade en sachet, produits traiteurs. Votre champ d'action, c'est le développement produit, le packaging, le process. Pour vous, voilà, on voit effectivement quelques-uns des produits. Le groupe LSDH, on le sait, spécialisé dans le conditionnement des liquides alimentaires et dans la production et le conditionnement de produits quatrième gamme. Je vous laisse peut-être dire quelques mots rapides si la télécommande veut bien fonctionner. Ouais. Est-ce qu'on peut lancer la présentation? Alors écoutez, on va faire sans présentation, elle va arriver. Quelques mots d'abord rapides sur le groupe pour présenter effectivement LSDH et on rentre dans le vif du sujet ensuite. D'accord. Donc LSDH, en fait, c'est la laiterie de Saint-Denis-de-l'Hôtel. C'est une entreprise, donc une laiterie qui a failli disparaître et qui est maintenant une entreprise de taille intermédiaire qui est un acteur majeur de l'alimentaire. C'est une entreprise familiale qui est dirigée par Emmanuel Vasnex et qui est composée de deux pôles. Un pôle liquide historique sur lequel on embouteille tous les liquides alimentaires, du lait bien évidemment, mais on va se parler de jus de fruits, on va se parler de boissons gazeuses, on va se parler de boissons végétales. Historiquement, c'est ce que l'on appelait les laits végétaux, mais voilà, maintenant on appelle ça des boissons végétales. Et un pôle végétal sur lequel on va ensacher de la salade, faire des produits snacking. Donc ce qu'il faut retenir, on est une entreprise où on a plus de 2000 collaborateurs. 94% de notre chiffre d'affaires est réalisé en France et on a un chiffre d'affaires à l'heure actuelle de 1,1 milliard d'euros. Je vous donne la télécommande. Ouais, je veux bien, juste pour repasser. Voilà, ça, c'est une rosace qui explique un petit peu le champ d'action sur lequel on agit. Donc, vous voyez, on va jouer sur les filières, on va jouer sur la R&D, sur les process, et aujourd'hui, on va se parler essentiellement d'emballage. Ce qu'il faut retenir quand même, c'est nos trois valeurs. Passion, la passion des hommes et des produits. L'ambition, et l'ambition, on va le voir à travers les produits que l'on a pu développer au cours de ces dernières années. C'est vraiment l'ambition d'une entreprise qui est capable d'investir. Vous avez vu sans doute sur la slide précédente, plus de 300 millions d'euros d'investissement sur 3 ans. On est l'une des entreprises qui investit le plus à l'heure actuelle en France. L'humanité, c'est on est là pour nourrir, pour bien nourrir les hommes à travers les produits que l'on crée au quotidien. Alors merci Alexandre pour cette présentation. Vous allez nous parler de deux avancées, la bouteille de lait en PET EPAC et de sachet papier pour les salades, c'est bien ça? Exactement. Et quand on parle d'éco-conception, en fait, on va aussi parler d'abord d'innovation par l'emballage. Et à travers ça, en fait, on a, j'allais dire, deux actions. C'est être à l'écoute et agir. Être à l'écoute des nouveaux matériaux et de toutes les pistes d'emballage. Et ça, c'est un petit peu nos valeurs. C'est on va essayer et on va expérimenter. Et toujours avec cette volonté d'être précurseur. Et à côté, c'est agir. Là, on va se parler des fameux 3 R, à quels on rajoute, nous, une 4e lettre qui est le V. C'est-à-dire qu'on réduit, on recycle, on réutilise et on valorise. Et donc ça, c'est depuis de nombreuses années, c'est la réduction du poids des emballages, notamment sur nos barquettes, sur nos films. C'est l'utilisation de monomatériaux et l'incorporation de matières recyclées. Et c'est la promotion des filières de recyclage. Je pense que tout à l'heure, Vincent Collard a dû en parler, mais on a eu des bonnes nouvelles là, ces dernières semaines. Et notamment, c'est toutes les actions sur le PET clair, le PET opaque, l'OPP. Exactement. Alors précurseur, pionnier, vous l'avez été effectivement, alors notamment sur la bouteille de lait en RPET opaque que vous nous présentez. Voilà. Donc ça c'est le premier emballage là que l'on a développé. Et en fait l'objectif de cette bouteille de lait, c'était de créer une filière spécifique de recyclage en boucle fermée. Donc simplement, ayez en tête que au départ, on était sur une bouteille blanche. Et on est arrivé sur une bouteille 100% RPET. Donc, c'est ce qu'on a réussi à prouver, c'est de monter cette filière. Et pour ça, en fait, comment on fait quand on veut mettre de l'éco-conception dans nos entreprises? C'est qu'à un moment, nous, on travaille et on a toujours eu cette volonté de travailler en consortium. C'est-à-dire qu'autour de la table, on a mis des distributeurs, des industriels du lait, des plasturgistes, un recycleur et Citeo. Et quand on est autour de la table tous ensemble, on arrive à faire émerger des choses. Donc, on a prouvé qu'on arrivait à mettre
une bouteille de lait 100% RPET. Je vous ai mis là sur la droite la solution intermédiaire retenue parce que vous allez voir à travers tous ce témoignage j'allais dire, de produits éco-conçus, vous allez voir entre là où on voulait aller et la réalité, et je repensais tout à l'heure à votre question que vous avez posée, c'est qu'est-ce qu'attend le consommateur? Et bien là, on a bien vu, voilà, c'est quand on a mis en marché cette bouteille de lait, eh ben, elle a posé quelques problèmes aux consommateurs. Alors, on a eu plein de prix. Hein, la bouteille est apparue en 2020. En 2021, chez Carrefour, sur le lait bio, la bouteille était en place, mais elle avait du mal à performer. Et en fait, parce qu'on vient casser les codes à travers une bouteille grise qui n'est pas habituelle. Et donc, en même temps, parce que nous, c'est un petit peu aussi notre force, c'est on a le plan A, mais on a toujours le plan B. Et le plan B, c'est la bouteille 50% RPET. Et cette bouteille-là, c'est un vrai succès. Vous la voyez régulièrement. Alors, je pense peut-être que vous ne faites même pas attention quand vous allez acheter votre lait. Mais voilà, c'est une bouteille qui est... Alors, vous voyez, elle n'est pas totalement blanche. On va dire qu'elle est un petit peu verte. Mais en tout cas, elle fonctionne mieux. Maintenant, on sait que cette bouteille-là, elle a de l'avenir. Mais peut-être dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Donc voilà, ça c'est l'un des premiers emballages que l'on a développé. Ça vous montre un petit peu voilà, nos actions d'innovation. C'est plus de 3 ans de R&D hein, pour arriver au montage de cette filière-là. Et on a fait un petit peu de la même manière. Alors là, voilà, c'était la couleur moins tranchée, mais de la même manière, un peu sur la salade en sachet. Alors, je ne vous ai pas ramené l'actuel, ce qu'il y avait, c'est-à-dire le sachet en OPP, mais je pense que vous savez tous et vous faites tous et toutes vos courses et vous voyez bien ce qu'est un sachet de salade en plastique en PP, transparent. Ce qu'on a voulu faire est la solution retenue. Là, l'objectif, c'était comment substituer le plastique sur cette filière-là en sachant... Et on avait toujours cette volonté-là aussi, c'est de monter et de la filière de recyclage du flexible OPP. La bonne nouvelle, c'est que vendredi, on a appris, ça y est, cette filière, elle va apparaître. Donc ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Mais en dehors de ça, on a quand même essayé d'agir. Et pour ça, on s'est dit, quel est le matériau qui peut remplacer demain le plastique sur cet univers-là? On s'est dit, bah allez, tentons quelque chose qui... au global, paraissait un petit peu incongru, mettre du papier sur un univers de salade en sachet sur lequel on est sur un produit humide. Papier, humidité, je vous avoue, au départ, ça pose un petit peu des problèmes. Et est-ce qu'on est capable d'ensacher de la salade là-dedans? Donc là aussi, en fait, on s'est mis en consortium avec des machinistes et des fabricants d'emballage. Et donc, on a abouti... à la mise en place du premier sachet de salade en papier. Alors ce sachet, vous voyez, il n'est pas du tout transparent. Bah, là aussi, le premier constat, alors ça fait beaucoup de buzz, on a gagné des prix, c'est très bien, mais le consommateur n'était pas complètement prêt encore à accepter ce sachet-là. Et pourtant, je peux vous dire que la bonne nouvelle, et vous pouvez la regarder, c'était bénéfice de taille, c'est 1 jour de durée de vie. Pourquoi 1 jour? Simplement... Sachez qu'on est sur un produit végétal soumis à la photosynthèse. Ah, bah quand on le met à l'abri de la lumière d'un seul coup, eh ben on arrive à le conserver un tout petit peu mieux. Maintenant, le consommateur n'était pas prêt encore. Et pour ça, on a toujours le plan B, parce que toujours plan A, plan B. C'est voilà, toujours quelque chose qui fonctionne bien chez nous. Alors là, je vous ai mis une photo à l'intérieur, mais vous imaginez, donc ça, c'est un sachet Kraft avec un film OPP. Donc voilà, simplement pour retenir, et ce qui a été important, c'est qu'on a osé, et ça c'est important dans nos métiers. C'est un moment, c'est d'oser innover, d'oser investir. Juste pour terminer et pour réexpliquer nos fortes ambitions, c'est on veut une consommation qui soit de plus en plus responsable. On essaye d'y agir au quotidien. C'est pas des 20 mots, hein, ce que je dis. Hein. C'est pas voilà, c'est pas juste un discours. C'est accompagner le consommateur dans la transition. Donc voilà, on essaye. C'est là aussi quand on se parle de plan A, plan B. C'est moi, je ne désespère pas. Ce sachet, il réapparaîtra. Dans je ne sais pas combien de temps, mais il réapparaîtra. Cette bouteille de lait aussi, elle sera sur le marché dans quelques années. On a aussi donc des filières à repenser, des gisements à créer. La prochaine étape, et là tout à l'heure aussi j'ai entendu parler de réemploi, ça c'est la prochaine étape. C'est un vrai enjeu.
et notamment pour la garantie et la sécurité alimentaire, hein, parce qu'on a l'habitude d'avoir des emballages jetables sur lesquels on garantit au quotidien la sécurité des produits. Et je voulais juste finir sur ce témoignage par une petite phrase, c'est « Ayez en tête, l'emballage, il a une valeur, ça n'est plus un déchet. Le déchet n'existe plus. Donc il a une valeur. Et soyons-en convaincus. Et grâce à ça, en fait, on arrivera justement à améliorer et en faire un véritable levier de croissance. Merci Alexandre. On peut l'applaudir pour cette présentation qui effectivement montre des initiatives qui ont redonné de la valeur à l'emballage. Je vous propose de rester avec nous sur scène. On va joindre la séance de questions-réponses à l'issue du second témoignage. J'ai le plaisir d'appeler Marie-Pierre Gaillard, responsable projet emballage du groupe Léa Nature. Je vous propose de vous mettre ici pour intervenir. Alexandre David vous transmet le micro. Marie-Pierre, vous êtes rattachée à la direction industrielle de Léa Nature. Votre service, le service packaging, apporte un service d'amélioration continue, de développement. Vous êtes très proche des problématiques industrielles. Le groupe Léa Nature, quelques mots. On va lancer votre présentation si ça veut bien fonctionner. Sinon, on va demander de l'aide à la technique et on va commencer la présentation de Léa Nature, un groupe que l'on connaît pour avoir de fortes convictions environnementales en matière de RSE et de certification bio. Et on peut l'imaginer, la conviction qu'effectivement les emballages doivent être le plus vertueux possible. Voilà, je vous donne la télécommande. C'est parti. Alors, quelques mots rapides sur Léa Nature. Alors, Léa Nature, effectivement, en fait, c'est un groupe qui a 30 ans. C'est une société donc familiale qui aujourd'hui, en fait, a quatre divisions. Une partie donc, qui va être alimentaire, plutôt des produits secs. Des produits qui vont être plutôt, on va dire, transformés. Une partie traiteur et une partie cosmétique. Aujourd'hui, on parle de village de PME. En effet, la société se trouve, on va dire, siège social à La Rochelle. Et ça s'est fait au fur et à mesure en fait, des années par des rachats de petites structures. Et chacune apporte, on va dire, son savoir-faire dans l'entreprise. Et donc là, comme ça, on voit plein de petites entreprises partout. En fait, on en a jusqu'à 21 en, fait, en France, plus particulièrement. Voilà, chez La Nature, on dit qu'on est un village de PME, c'est ça, avec ces structures qui restent relativement autonomes, en tout cas très ancrées dans leur territoire. C'est ça. Chacune a sa petite... son savoir-faire. Son savoir-faire. La politique emballage chez Léa Nature, quelle est-elle? Alors, en fait, notre PDG, donc une personne engagée qui à La Rochelle, en fait, il faut savoir que La Rochelle, c'était la première ville en fait sans voiture. Et donc, il y a eu en avril 2015 en fait, une demande de lancer une pétition. Il a signé une pétition pour ne plus avoir de sacs plastiques dans La Rochelle. On parle de Charles Kloboukov. Voilà, notre PDG. Et lui est venue en fait, cette idée de faire ça et de dire et chez nous, en fait, vraiment, quels sont nos emballages, où est-ce qu'on en est et qu'est-ce qu'on pourrait faire. Alors, je précise bien, en fait, ça date d'avril 2015. Donc, c'était la fin des emballages jetables ou à usage unique. Il parle aussi de produits en fait, réutilisables et dire qu'il y avait de multiples solutions pour cesser de jeter tous ces emballages. Donc, ça fait déjà 8 ans. Et donc, c'est un peu un visionnaire. Et là-dessus, on va dire, sur les emballages, c'était aussi, en fait, on va dire, un peu en avance sur son temps. Donc, autant vous dire que sur la partie, le service à emballage, quand il a entendu ça, il s'est dit « Ouh là là, qu'est-ce qu'on va faire ?» Et la première chose, en fait, c'est qu'on s'est dit « Bon, on va regarder déjà qu'est-ce que l'on a. » Et on a fait une photo à un instant T. Donc là, en fait, je vous ai pris la déclaration en fait, de 2019, donc grâce à la déclaration REP Citeo. Et en fait, on se rend compte aussi que des matériaux, les chiffres, on peut leur faire dire un petit peu aussi ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'en fait, si on parle en tonnage, on se rend compte qu'on a quasiment 80% de verre et 20% en fait, du reste des emballages. Si on parle en fait en nombre d'UVC, là, ça commence un petit peu à plutôt s'équilibrer, c'est-à-dire on a un peu un 30-30-30, donc entre les plastiques, le verre et puis papier carton. Et en fait, on a aussi été plus loin, c'est-à-dire qu'en fait, sur notre déclaration REP, il faut aussi mettre le nombre d'UVC, donc le nombre d'emballages qu'on positionne dans la poubelle. Donc c'est le geste de tri.
Et donc là, en fait, on se rend compte que le plastique est passé devant. Donc le plastique, en fait, on en déduit quoi? C'est qu'il est très léger, mais qu'en fait, il est aussi très visible par le consommateur. Parce que le geste de consommateur, c'est ce qu'il met à la poubelle. Et il faut savoir que le verre, en fait, en général, c'est plutôt de l'apport volontaire. Donc voilà, donc ça, c'était à un instant T, et on s'est dit comment, en fait, on peut agir. On a fait aussi, dans les plastiques, on a fait aussi une petite... on va dire, distinction entre nos plastiques rigides et les plastiques souples. Et à l'intérieur des plastiques souples, qu'est-ce que l'on pouvait avoir? Donc en fait, on voit en fait que les rigides en fait représentent une très très grosse partie par rapport à nos plastiques souples. Et pourtant, c'est ceux que l'on voit le plus. Donc à partir de là, en fait, on a dit ok, on a tous nos emballages et qu'est-ce qu'on peut faire? Et donc on a travaillé en fait sur les 3 R et notre objectif était de comptabiliser le nombre de tonnages plastique fossile vierge qui étaient évités. Donc on a fait différentes actions. Donc je ne vais pas toutes les en parler, mais si je prends un exemple ou deux rapide, en fait par exemple sur du PE, en fait on a travaillé sur du PE plutôt d'origine végétale. Sur le PET, on a mis du RPET. Voilà. Et donc en fait avec ceci, en fait on voit le nombre de tonnages de plastique évités. Voilà, donc vous avez screené au fond toute votre offre, hein, tout le catalogue produit, engagé des actions, et on voit qu'une action particulièrement déterminante, impactante, c'est la substitution de la capsule sur les pots à pâte à tartiner. Tout à fait. En fait, sur les pots à pâte à tartiner, on avait donc un bocal en verre, un opercule et un bouchon en PP. Et on en vend beaucoup de pâte à tartiner. Et donc, en fait, on s'est rendu compte que ça faisait plus de 26 tonnes de plastique par rapport, on va dire, à la quantité qu'on vend. Et on s'est dit par quoi on pourrait le substituer, comment on pourrait faire. Donc on a étudié différentes pistes et on s'est dit, on va, plutôt que d'utiliser un bouchon en PP, on va le mettre, on va dire, une capsule métal. Sauf que c'est pas si simple que ça. En fait, il faut savoir que dans le bouchon PP, il y a l'opercule qui est mis dedans, qu'en fait, il y a un système industriel qui est associé, donc la capsuleuse, qui est complètement différente de la capsule métal. Donc là, il a fallu travailler donc, avec l'usine pour modifier nos produits et pouvoir, on va dire, enlever cet emballage. Alors, on est content, on a enlevé 26 tonnes de plastique, mais aussi, en fait, on a supprimé un élément d'emballage qu'on jette à la poubelle et qui nous embête souvent, en fait, pour pouvoir l'enlever parce qu'il colle bien, on va dire, au verre. Et donc, en fait, c'est aussi pour nous en fait, une réduction de la REP, puisqu'en fait, on a un élément d'emballage en moins. Effectivement, donc un exemple probant. Vous avez également mené des initiatives plus tournées vers l'expérimentation. Alors, je pense par exemple au réemploi. Alors, tout à fait. En fait, dans les 3 R, donc là, on a vu le R de la substitution, enfin, de suppression, et là, on va passer au réemploi. Donc en 2021, on a été amené en fait à travailler dans une expérimentation avec l'ADEME, Système-U, qui était le fer de lance en fait et c'est lui en fait qui a vraiment coordonné en fait cette expérimentation dans 5 magasins en Bretagne. Ça tombe bien, on est en Bretagne. Et donc en fait. Avec d'autres industriels, en fait, on a pu en fait mettre nos emballages, on va dire, dans les rayons avec un petit logo qui s'appelait Rapportez-moi pour le réemploi, en mettant ce contenant est réutilisable. Et on voulait voir en fait comment ça allait se passer. Et donc en fait, vous aviez des petites machines en fait qui s'appellent RVM sur lesquelles on pouvait ramener les produits. Et on a voulu voir comment en fait ça pouvait fonctionner. Donc les produits qui ont été mis dans les magasins et qui étaient soumis à cette expérimentation, donc on avait une bouteille de jus de fruits en 1 litre, on avait un bocal de conserve en 720 et un petit bocal, on va dire, de confiture. Donc en fait, 3 emballages qui sont en verre et qui ont permis en fait d'être utilisés par le consommateur, ramenés au magasin. Le magasin a fait travailler donc un laveur qui s'appelle Usage et qui a lavé les produits et qui nous les a ramenés à l'usine pour qu'on puisse les re-remplir une deuxième fois. On a tout n'est pas vert, tout n'est pas rose. Alors qu'est-ce que déjà le consommateur en a perçu? Alors le consommateur en fait il est quand même intéressé. En fait il se dit le recyclage c'est bien mais une boucle fermier c'est mieux.
Alors, pour les plus anciens, en fait, la consigne a déjà existé, sauf qu'en fait, la consigne d'il y a 30 ans, ce n'est pas la consigne d'aujourd'hui. Le consommateur, il a évolué, il a d'autres, il a plus les mêmes habitudes, les mêmes envies, les mêmes besoins. Et donc, en fait, il faut aussi il faut revenir un peu sur nos habitudes et nos consommations pour qu'en fait, on fasse évoluer le consommateur en conso-acteur. Parce que très clairement, je pense que dans n'importe quelle situation, il faudra absolument que le consommateur change. Que ce soit dans le recyclage, que ce soit dans les emballages jetables, que ce soit dans le réemploi, il faut que le consommateur évolue. Alors, en fait, on aide le consommateur, on essaye de faire des choses chez Léa Nature et entre autres, en fait, on a une fondation et on est adhérent au 1% pour la planète. Notre PDG, en fait, est le président, en fait, en France du 1% pour la planète. Et on essaye, parce qu'en fait, on est sur des produits bio, des produits engagés, on a une société engagée, on met en place des choses, justement, parce que le plastique qui est présent dans les océans, on en entend parler tous les jours et on se dit c'est bien qu'on en parle, mais qu'est-ce qu'on fait? Et nous, concrètement, on aide, on va dire, des sociétés comme Wings of Ocean et en fait, on voit ce qu'on peut retrouver dans la mer. Et 1% pour la planète, le 1%, ça veut dire que vous reversez 1% de quel, du chiffre d'affaires 1% du chiffre d'affaires. Du chiffre d'affaires. Oui. Vers des associations, organisations qui œuvrent en faveur de l'environnement. C'est ça. Et en fait, toutes les organisations sont vraiment à but environnemental. Et en fait, là, concrètement, on voit que depuis qu'on a aidé en fait, Wings of Ocean, on a plus de 8000 kilos de déchets qui ont été évités. Pour conclure. Alors, pour conclure, en fait, j'avais juste quand même une petite étude sur le conso. Ah oui, l'étude conso, allez-y, je vous en prie. En fait, on a parlé du consommateur et du conso-acteur, en fait, et on a dit qu'il était prêt ou pas prêt. Là, c'est une petite étude qui a été faite récemment par une collègue qui est dans la salle. Et en fait, on s'est dit, ça reprend un peu l'histoire des crudettes, c'est-à-dire que le consommateur, en fait, des fois, il veut des choses, mais une fois qu'il l'a dans les mains, ben, il n'est pas forcément prêt. Et c'est ce qu'on s'est rendu compte, en fait, sur des produits. On a fait un test et on s'est rendu compte que le consommateur, il avait envie de transparence, mais il ne veut pas de plastique. Et ça, c'est compliqué. Et là, c'est une étude récente. Et en fait, on se rend compte que oui, en fait, il y a quand même plus de 68% des Français qui veulent voir ce qu'ils achètent. Et donc, on se dit qu'il y a encore du travail à faire sur le consommateur pour qu'il ait confiance, on va dire, dans sa marque, dans ses produits, pour qu'en fait, il puisse l'acheter. Un petit clin d'œil aussi à Florence, qui est dans la salle. On fait partie donc d'une association qui s'appelle Retail for Change. Et c'est un projet, en fait, expérimental, donc inédit. Et en fait, c'est mieux comprendre, en fait, le consommateur et aussi le consommateur citoyen, et pour mieux faire, on va dire, avancer dans le réemploi des contenants. Et donc là, c'est ma conclusion. Ça y est, j'y suis. Merci Marie-Pierre. Donc en fait, je disais qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'emballage, on va dire, idéal. Il faut vraiment... les 3 R, en fait, sont vraiment super importants. Et en fonction, on va dire, du type d'emballage qu'on va avoir, eh ben, on va plutôt s'orienter sur un de ces 3 R. Dans tous les cas, en fait, on sait quand même que le meilleur emballage, c'est celui qui n'existe pas. Mais le gaspillage alimentaire, en fait, nous fait dire qu'il faut quand même bien conserver les emballages. Et donc, la démarche, en fait, par exemple, du réemploi est vraiment quelque chose de très important et on a vraiment besoin du consommateur. Vous êtes tous des consommateurs, donc on a vraiment besoin de vous. Et en fait, on a dit que le virage, aujourd'hui, 2023, est annoncé, est amorcé, et il va falloir accélérer. Merci Marie-Pierre, on peut l'applaudir pour cette conclusion engageante. Et effectivement, nous sommes tous engagés par le même objectif. Je vous propose de poser les questions à Marie-Pierre, Alexandre. Alexandre, rejoignez peut-être Marie-Pierre en prenant le micro que vous pourrez vous partager. Alors, n'hésitez pas à interroger nos 2 témoins, 2 témoignages qui ont montré
Eh ben peut-être, allez, oui, une question au fond. Alors monsieur, présentez-vous et posez votre question. Bonjour, Fantin de la Conserverie de la Forêt, Fantin Perrin. Concernant votre expérimentation sur le réemploi des bocaux en verre, est-ce que ça a été concluant? Est-ce que vous avez décidé de la diffuser? Et puis, autre question, est-ce que vous avez fait une ACV pour comparer avec du recyclage en fonction de la distance avec les usines et les magasins? Alors, à la question, en fait, est-ce que ça a fonctionné? En fait, on a une différence entre les bouteilles et les bocaux. Sur les bouteilles, en fait, c'est parce qu'on a deux usines différentes. Sur la partie bouteille, en fait, on est sur des étiquettes sèches et on n'a aucun souci, en fait, pour enlever les étiquettes. Sur les bocaux, on est sur des étiquettes adhésives et là, on est en train de travailler sur, on va dire, un adhésif qui soit, on va dire, décollable plus facilement lors du lavage. Au niveau du lavage, en fait, de plus en plus, des structures se montent en France et je pense qu'on arrivera, on va dire, dans les... peut-être pas cette année, mais dans les 2 ans à venir, en fait, à avoir des unités de lavage qui vont être, on va dire, dans un maillage de 200 à 300 km des usines. Et l'avantage, bon là j'en ai pas parlé, mais on a travaillé aussi, on a fait partie du groupe de travail avec Citeo sur les emballages réemployables. On se rend compte qu'avec un tour, en fait, on arrive à refaire en fait des produits, on les reconditionne sans aucun problème. Si on veut vraiment faire du réemploi, je pense qu'effectivement, par rapport à une ACV, il faudrait plutôt avoir au moins une dizaine de rotations. Et les emballages qui sont développés, on va dire, en un standard par, là, aujourd'hui, Citeo, permettront sûrement ces 10 tours. Merci Marie-Pierre. On peut donner la parole à Alexandre David pour cette question du réemploi. Vous avez une expérience en la matière? Alors, on n'a pas une expérience, mais on est en train justement, et notamment plutôt sur la partie liquide, à travailler, et notamment on a travaillé dans le groupe de travail aussi avec Citeo. Donc je confirme, demain, pour donner une chance au réemploi, il faut au moins une dizaine de cycles pour arriver à avoir, j'allais dire, une ACV convenable. Le réemploi, il passera vraiment par la mutualisation des emballages. En dehors de ça, on n'y arrivera pas. C'est-à-dire qu'il ne faut pas imaginer demain qu'une entreprise créera son propre emballage réemployable. Ça serait une hérésie. Donc c'est là-dessus où il faut vraiment qu'on travaille ensemble. Quand tout à l'heure je parlais de consortium, ça a encore plus de valeur sur le réemploi. C'est demain, imaginons l'emballage qui permettra d'embouteiller du lait, du jus de fruits et d'autres produits, ou même peut-être demain aussi sur la salade ou sur des produits snacking. Merci Alexandre. Alexandre Marie-Pierre, une question, parce que tout à l'heure, l'expert Christophe Morin parlait des ACV, un peu juge de paix de vos méthodologies d'innovation. Est-ce que c'est des outils que vous utilisez, oui ou non qu'on commence à utiliser, on ne les utilise pas encore suffisamment, notamment on l'a utilisé sur la bouteille de lait 100% RPET. C'est des choses qu'il faut effectivement de plus en plus utiliser. Mais ça coûte cher, j'imagine. Mais ça coûte cher. Et c'est complexe à utiliser. Et c'est complexe, voilà. Donc il y a des outils qui commencent à se développer pour simplifier un petit peu l'étude de ces ACV, mais ce n'est pas encore totalement abouti, mais c'est vraiment important en tout cas d'avoir la vision complète. Marie-Pierre? Oui, nous on a fait 2 ACV complètes, c'est fastidieux. Donc complète, ça veut dire sur tous les scopes, c'est ça? Oui. 1, 2, 3 Ah ouais. Ouais. Et on s'est fait aider par un partenaire extérieur. Après, on fait des ACV, on va dire, simplifiés. C'est pas simple non plus, en fait, parce qu'il faut bien être toujours dans le même périmètre. Et c'est ça qui peut être délicat. Mais il faut le faire. Et dans l'alimentaire, au fond, est-ce qu'on n'a pas tendance aussi à montrer que la matière première, notamment, ou parfois l'usage conso est déterminant? Alors oui, sur les 2 ACV qu'on a fait sur les infusions, en fait, c'était la consommation qui était... la bouilloire, la température de la bouilloire, c'est ça? C'est ça. Le temps qu'on mettait... Et sur la douche, en fait, c'était le temps qu'on passait sous la douche et la température de la douche. Ah oui, d'accord. Et 2 informations cruciales, effectivement, mais et qu'il faut relativiser aussi, du coup, peut-être l'usage de ces outils, j'imagine. Alors oui et non, c'est-à-dire que oui, en fait, aboutir à ça, c'est vrai qu'on n'y pensait pas. Alors après, c'est gratifiant aussi parce qu'on se dit que finalement, on n'a peut-être pas des si mauvais emballages que ça et des très bons produits et qu'il faut que le consommateur, lui aussi, évolue. Après, ça permet en fait de faire évoluer quand même les choses et de dire le consommateur veut de nouveaux emballages ou des emballages plus pratiques, des emballages qui soient réemployables et voilà, ça nous permet aussi d'avancer. C'est clair. Une dernière question. Alors, 2 questions. Oui, devant moi. Merci de vous présenter.
Oui, bonjour Sandra. J'avais une question concernant Léa Nature. Dans le test que vous nous avez présenté sur le réemploi, non seulement avec la récupération des contenants, vous avez parlé de récompenses pour le consommateur. Est-ce qu'il y avait une consigne et donc une rétribution financière pour le consommateur, s'il vous plaît? Merci. Oui. Alors en fait, donc c'est ce que je disais, ça a duré 5 mois. En fait, les 3 premiers mois, en fait, c'était de l'apport volontaire. Il n'y avait rien. Et sur les 2 derniers mois, en fait, c'est Système U qui avait mis 5 centimes sur leur carte de fidélité. Voilà. Et en fait, on a vu qu'il y avait une progression, le fait d'avoir en fait un petit... Voilà, Une rétribution, qui était importante et stimulante. Il y avait une question au fond de la salle. Bonjour Pauline. Ça marche, oui. On vous entend bien. Pauline Saulnier, Fleury Michon. Vous parliez du fait que le réemploi se ferait principalement avec une mutualisation, je pense notamment aux emballages. On sait qu'aujourd'hui, l'emballage il fait partie aussi de l'image de marque. Si on mutualise tous les emballages, est-ce que derrière, on pourra, est-ce que toutes les entreprises arriveront à accepter de mutualiser leurs emballages? Alexandre David. Oui, alors Merci. on peut mutualiser le contenant. Après, on peut venir logotyper la marque avec un cavalier, avec quelque chose en tout cas qui sera l'identité de la marque. Donc pour moi, ça n'empêche pas en tout cas de véhiculer demain notre savoir-faire d'entreprise et de marque, de mutualiser. Et je pense que de toute façon, le consommateur, il va être de plus en plus attentif. On le voit, là je vois, il y a quand même pas mal de jeunes là aussi là dans l'Assemblée. Les nouvelles générations sont de plus en plus sensibles et font de plus en plus attention. Nous, on fait rentrer beaucoup de nouvelles générations dans nos entreprises. Et la première des choses, et qui fait partie en tout cas des choix de l'entreprise, c'est est-ce que vous avez des produits qui sont vertueux. Et donc c'est là où demain on a cet engagement à prendre. Et pour moi, c'est pas du tout incompatible d'avoir un emballage commun et d'avoir une dénomination de marque. Un avis, Marie-Pierre, sur cette question? Tout à fait d'accord. En fait, aujourd'hui, si on prend, je pense à Fleury Michon, si c'est juste par exemple, des barquettes. Les barquettes, elles sont aujourd'hui, il y en a beaucoup qui sont toutes identiques et on arrive quand même bien à s'identifier avec la marque. Aujourd'hui, ce qui est sorti par Citeo, c'est plutôt soft, mais on le voit bien, c'est un R avec un cœur qui est tout autour du bocal. Et donc, je pense qu'il y a largement la place pour la marque. Merci Marie-Pierre. Eh bien, je vous propose d'applaudir chaleureusement nos 2 témoins qui ont fait œuvre de transparence dans un esprit de partage de la bonne pratique. Merci à eux.